Aujourd'hui, on va voir une boîte à outils pour la crypto, la DeFi, les NFT. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Et le nom était évidemment tout trouvé puisqu'il s'agit de CoinTool. Alors dans cette vidéo, je vais pas pouvoir rentrer dans toutes les fonctionnalités qui existent. Il y en a certaines que je comprends pas à 100% de toute façon. Il y a aussi les NFT. Comme c'est pas trop le sujet de la chaîne YouTube, je vais pas rentrer dedans. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez avoir pas mal d'informations par rapport aux NFT, notamment le fait de voir les mints qu'il y a en direct de NFT. Ça peut être intéressant, je pense. Mais pour cette vidéo, je vais plus me concentrer sur l'aspect DeFi, vu que c'est un petit peu le mot d'ordre sur la chaîne. Alors là, pour l'instant, je suis sur le dashboard. On a quelques informations, somme toute, classiques. On peut voir sur le top 100 des cryptos, lesquels sont en baisse, lesquels sont en hausse. On peut voir aussi le prix de certaines grosses cryptos. Il n'y a pas grand-chose sur ce dashboard. Ce qui va m'intéresser vraiment, c'est les options qui y a un petit peu plus bas. Donc, on va commencer par gas price, parce que ça c'est une fonctionnalité qui est assez utile mine de rien. Vous avez besoin de savoir à combien en ce moment sont les frais de transaction sur une blockchain. Boum, vous allez ici et vous avez l'information sur plein de blockchains. Alors c'est surtout utile pour Ethereum et éventuellement Polygon, parce que Polygon en ce moment, voilà, ça arrête pas de monter, c'est à plus de 300 GWay. Il y a des fois ça monte à 500, 600, encore plus. C'est assez abusé, mais voilà, là c'est le premier outil assez classique. Et dans la même veine, juste en dessous, on a Gas Spent History. Là on va pouvoir voir tous les frais de transaction qu'on a dépensés sur une blockchain. Alors j'avais essayé sur mon portefeuille que j'utilise pour YouTube avec la Huobi Ecochain, ça marche pas. D'après lui, j'ai fait aucune transaction, alors que c'est faux, j'en ai fait plein. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je peux voir que sur Arbitrum par exemple, j'ai dépensé 28 $ de frais de transaction. Bon, sur cette adresse j'ai été éligible à l'airdrop, alors franchement ça vaut plutôt le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Polygon par exemple, j'ai dépensé 6 Matic dans les frais. Vous voyez, c'est pas tant que ça, j'ai quand même fait à peu près 190 transactions et j'ai dépensé que 6 $ de frais à peu près. Ethereum, j'ai pas dû faire beaucoup de transactions, voilà, j'ai fait 4 transactions, j'ai dépensé plus sur Ethereum. On va terminer par Avalanche. Là c'est bizarre, j'ai 0 AVAX de frais, mais il trouve que j'ai quand même fait 15 transactions. C'est pas possible de faire des transactions gratuitement, donc doit y avoir un problème pour certaines blockchains, mais c'est quand même sympa de voir combien on a dépensé au total. Bon, jusque là on n'a pas fait les grosses fonctionnalités, évidemment j'attends d'être un petit peu vers le milieu de la vidéo pour vous sortir les meilleures choses qu'il y a sur CoinTool, et là on rentre dans un des meilleurs outils selon moi, c'est l'audit tout simplement. Vous allez copier l'adresse d'une crypto et CoinTool vont faire un petit audit directement sur votre crypto et ça va pouvoir vous aiguiller si c'est une crypto de confiance ou pas. Alors j'ai déjà fait quelques tests avant cette vidéo, les deux que j'ai relevés ça va être un bon élève et un mauvais élève. Alors le bon élève c'est le token de Trust Wallet sur la Binance Smart Chain. J'aime pas forcément Trust Wallet ou quoi, mais le token en tout cas en soi est plutôt bon, il n'y a pas de taxes, c'est pas un honeypot, les développeurs ils peuvent pas en minter des nouveaux, etc. Franchement, juste purement en termes de tokenomics, c'est pas un mauvais token. Après, ce qu'il faut absolument en avoir, je suis pas sûr. Si on descend plus bas, on peut voir aussi sur quelle pool de liquidité il s'échange. La première pool de liquidité, c'est Biswap a priori. Et si on descend, on peut voir les holders. Alors là, on voit que dans les pools de liquidité, il y a un holder qui a beaucoup de crypto, il y a 99%. Si on clique dessus, on va sûrement se rendre compte que voilà, c'est le contrat de Biswap, donc c'est assez logique. Et de toute façon, ici, on avait une petite indication qui nous montre que c'est justement un smart contract. Donc un smart contract, c'est typiquement quand on va interagir avec un protocole et qu'on va déposer des crypto-monnaies dessus. On peut voir aussi les holders, alors il y en a une grosse partie à cette adresse, j'ai l'impression que c'est une adresse de burn vu qu'il y a plein de zéros, on va quand même vérifier. Non, finalement c'était pas une adresse de burn, c'est celle du BSC Token Hub. Alors je sais plus pourquoi ils ont une adresse qui détient autant de tokens, je crois que c'est une histoire de comme le token est sur plusieurs blockchains, il y en a une partie qui est verrouillée dans un smart contract, à vérifier quand même, mais bon, a priori, voilà, c'est une adresse de la Binance Smart Chain, il n'y a pas grand chose de grave. En revanche, j'ai un deuxième exemple, là c'est le AI SHIB, donc c'est une crypto qui a été airdroppée très récemment, et c'est pas un très bon élève. On va descendre un petit peu et on peut voir qu'il y a un truc qui pose problème, c'est que les développeurs ils peuvent changer la taxe. Alors la taxe c'est quoi? C'est quand vous échangez une crypto, parfois il y en a certaines qui sont déflationnistes et quand vous échangez une partie, il y en a 10% qui vont être burn ou 15% ou peu importe. C'est le cas avec Shiba par exemple. Et ben là, les développeurs ils peuvent modifier la taxe, ça veut dire qu'ils peuvent passer de 15 à peut-être 99% et mettre un truc comme quoi quand vous échangez de la crypto, tout va venir dans le portefeuille des développeurs. Évidemment, là, je suppute des choses, je dis pas que directement c'est un scam et tout, que les développeurs vont faire ça,
mais ils ont la possibilité de le faire, donc il faut quand même faire attention avec ce genre de token. Si on descend en bas, on peut voir les token holders, mais encore une fois, c'est sur des smart contracts, donc c'est probablement du staking ou peu importe, et c'est tout ce qu'on voit. Il n'y a pas de pool de liquidité a priori, en tout cas pas de grosses pools de liquidité qui sont remontées pour ce token. On va essayer d'aller en voir un en direct, alors si possible un mauvais token. Là je suis sur Dex Screener, c'est un outil dont je ferai une vidéo un jour et qui vous permet de... C'est un trading view en fait de la DeFi tout simplement, ça permet de faire d'autres choses aussi. Et là sur Arbitrum je peux voir les tokens qui sont le plus échangés et aujourd'hui on a le LS Doge, c'est une crypto qui s'est lancée aussi en faisant un airdrop si je dis pas de bêtises. On va récupérer l'adresse du LS Doge et on va aller la mettre sur notre fonction d'audit. Évidemment on se met sur la bonne blockchain, hein. Je choisis Arbitrum parce que c'est un token sur Arbitrum et je vous ai pas montré mais la fonctionnalité d'audit est sur quand même pas mal de blockchains. Alors oui il en manque peut-être à l'appel, on n'a pas Optimism par exemple. Mais bon, on a quand même de quoi faire et puis en ce moment, les yeux sont quand même pas mal rivés vers Arbitrum, donc c'est déjà ça, au moins on a Arbitrum. On va descendre, a priori le token n'est pas si mauvais, il y a quand même un point rouge dans la liste, mais ça a pas l'air d'être une catastrophe. Encore une fois, pour les token holders, c'est très centralisé, vous voyez que le top 10, ils ont 96% des tokens. Après, c'est beaucoup de smart contracts, donc c'est possible que ce soit des adresses de staking ou des tokens qui soient bloqués. Il y a aussi une adresse de burn dans le lot, mais il n'y en a pas tant que ça dessus, hein, 0,5%. Bon, on va pas s'éterniser non plus sur la fonction d'audit, même si c'est assez sympathique. Il y a un truc qui est assez utile quand vous avez une utilisation un petit peu poussée de la DeFi, c'est les RPC. Ça peut être utile de modifier son RPC. Le RPC, c'est ce qui va faire le pont entre votre portefeuille et la blockchain. Je synthétise grandement, mais voilà, c'est le but d'un RPC. Le souci, c'est que des fois, il y a des RPC qui sont down. Là, je suis sur Ethereum et vous voyez, il y a erreur, donc peut-être qu'ils sont pas utilisables. Parfois, ça arrive que le RPC principal soit down, et souvent, quand vous touchez pas au RPC, vous êtes sur le principal, et ça peut être bien d'aller sur ce site pour récupérer un autre RPC. C'était arrivé il y a pas si longtemps sur Arbitrum, justement quand il y a eu l'airdrop de la blockchain Arbitrum, le RPC principal il était down, il y a trop de monde qui l'utilisait, du coup on pouvait se rendre sur CoinTool et mettre le lien d'un autre RPC. Je me souviens que j'avais choisi celui de Dunker, il marchait plutôt bien, et voilà, j'ai pu réclamer mon airdrop sans souci, sans bug. Comme toutes les autres options, c'est disponible sur plein de blockchains, je vous laisse un petit peu creuser par vous-même, regarder ce qu'il y a de disponible, mais vous avez vraiment beaucoup de blockchains. Il y a même des blockchains qui sont pas EVM compatibles. On a Solana, on a peut-être Tron, alors pas sûr pour les RPC, mais je sais que sur d'autres fonctionnalités, on avait Tron. Ah là sur la Proval Checker, on a la blockchain Tron. Alors moi je m'en fiche un petit peu de Tron, je vais mettre sur la Binance Smart Chain pour cet exemple. Qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité encore d'Approval Checker? J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur un sujet assez particulier, j'avais perdu 500 $ sur la DeFi et c'était arrivé parce que j'avais approuvé un smart contract 2 ans dans le passé, j'avais pas fait attention, le truc s'est fait hacker et du coup je me suis fait siphonner des fonds. Donc je vous mets un lien vers cette vidéo si ça vous intéresse, mais c'est assez important de faire ça de temps en temps, de se rendre sur CoinTool où il y a d'autres outils qui vous permettent de le faire. Il y a Revoke.cash, là pour le coup ça vous sert qu'à faire ça, c'est vraiment un outil fait pour ça. On a aussi la possibilité sur le wallet Rabi, quand on va dans Approvals, de révoquer des smart contracts. Et là c'est ce qu'on peut faire sur le Approval Checker de CoinTool, sauf qu'on peut le faire quand même sur pas mal de blockchains, même des blockchains qui sont pas EVM compatibles. Donc on a Tron, il y a peut-être Solana, je sais pas, là j'avoue j'y vais au pif. Non, il n'y a pas Solana, mais il y a d'autres blockchains, il y a Ethereum classique, voilà, pourquoi pas, vous avez quand même le choix. Moi je vais rester sur la Binance Smart Chain, le principe est simple, vous choisissez votre blockchain, vous copiez votre adresse, enfin vous collez votre adresse, et là ça va vous montrer tous les approvals que vous avez fait, toutes les approbations que vous avez sur la DeFi. Moi j'en ai pas mal honnêtement. On peut voir aussi les détails de toutes ces approbations. Par exemple ici sur le Hey, vous voyez que j'en ai approuvé 25 et des poussières. Pareil sur l'USDC ici, j'en ai approuvé 25 et des poussières. En revanche, là l'USDT par exemple, je l'ai approuvé à l'infini, ça c'est pas bon, il faudrait peut-être que je révoque. Donc je vais le faire tant qu'à faire, hein. On va éviter de se faire siphonner des USDT sur ce portefeuille, même si j'en ai pas souvent. On sait jamais. Alors si je peux reprocher quand même un truc par rapport à Rabi, c'est pas forcément dans l'interface ou quoi que ce soit, c'est surtout qu'il affiche pas en fait le protocole avec lequel on a interagi. Certes c'est bien, je vois que j'ai approuvé de l'USDT quelque part, mais je sais pas où je l'ai approuvé. Pour moi c'est assez important de savoir quand même où on l'a approuvé, donc c'est quand même cool ce qu'on a sur Rabi, ça nous montre la plupart du temps où on a approuvé. Après Rabi ne connaît pas tout non plus sur la DeFi, donc des fois il vous dit je sais pas. On a quand même un indice de danger, alors l'indice de danger il est en fonction de deux critères. Le premier critère
critère c'est la quantité que vous avez approuvée. Bon, là par exemple sur l'USDT j'en ai approuvé 30 $, donc au pire j'en perds 30 $. Mais là sur le Insure Token j'en ai approuvé à l'infini, donc je peux perdre une quantité infinie potentiellement de tokens. Ça c'est le premier critère. Et le deuxième critère ça va être en fonction du contrat que vous avez approuvé, donc du protocole qui repose sur ce contrat. Par exemple si vous approuvez un mastodonte de la DeFi genre PancakeSwap AAV, normalement le score va rester faible. Si vous allez approuver un fork obscur de PancakeSwap, le truc s'appelle PastexSwap, je sais pas, peu importe comment ça s'appelle, mais c'est pas connu du tout. Là, il y a des chances que ce soit un risque élevé. Concrètement, c'est ça les deux critères qui font qu'un truc est plus ou moins risqué. Vous le voyez sur le côté, il y a encore plein d'outils que j'ai pas explorés. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je les connais pas tous forcément, je les comprends pas tous forcément. Donc, on va aller dans la toute dernière section, c'est Tools. Et là, vous avez plein de petits outils qui sont plus ou moins utiles. Il y en a certains, c'est un petit peu gadget, comme celui-là par exemple. On peut avoir le countdown, donc le compte à rebours des prochains halvings sur certaines blockchains. Le prochain gros halving, ça va être sur Litecoin autour du 2 août 2023. Alors pour Dash et pour Litecoin, les compteurs ils sont buggés, ils s'affichent pas. De toute façon, ce qui importe le plus je trouve, c'est d'avoir la date, et pour Bitcoin c'est autour du 28 avril 2024, donc dans pile un an quasiment au moment où je fais ma vidéo. On continue dans les options un petit peu gadget. Vous avez un générateur de mots de passe, vous pouvez ajouter certains critères, le nombre de caractères, si on met des majuscules, etc. Et CoinTool le répète sur pas mal d'outils, mais il y a pas mal de choses qui fonctionnent en local. Donc vous coupez internet, vous générez un mot de passe sur CoinTool, et normalement il n'y a pas de raison pour que quelqu'un ait accès au mot de passe que vous ayez généré. Évidemment il y a plein d'autres façons, ou même plein d'autres outils pour générer des mots de passe, mais c'est quand même cool de retrouver ça ici. Parce que quand on est dans la DeFi, dans la crypto, on sait que c'est quand même important d'ajouter un minimum de sécurité à ses actifs. Ensuite on a Chainlist, c'est assez sympathique comme fonctionnalité, ça va être surtout si vous utilisez MetaMask, vous pouvez ajouter facilement des réseaux en connectant votre MetaMask, et là voilà, vous voulez ajouter Zcasing parce qu'en ce moment c'est un petit peu la hype autour de cette blockchain, bah boum, vous cliquez dessus, Add to MetaMask, et la blockchain va être ajoutée. Vous avez envie d'ajouter, j'en sais rien moi, le testnet de je sais pas quelle blockchain, et ben boum, vous pouvez le retrouver et l'ajouter. J'ai pas trop d'imagination, alors je vais taper Optimism, et vous avez plusieurs versions d'Optimism. Alors assurez-vous d'ajouter la bonne version, c'est celui qui s'appelle Optimism tout court, et Goerli par exemple, ça va être le testnet. Alors on a aussi Kovan, j'imagine qu'il y a plusieurs testnets, je suis pas un professionnel des testnets. Allez, la dernière fonctionnalité qui est assez marrante sur CoinTool pour terminer, c'est Goods Price. Donc on peut voir le prix de certaines choses. Alors il y a juste le dernier modèle d'iPhone et 3 modèles de Tesla, et ça nous donne le prix sur plusieurs années et en crypto. Alors on peut choisir la crypto bien évidemment, là ça me met en Dogecoin. On peut voir qu'en 2020 il fallait 19 millions de Dogecoin, maintenant en 2023 il en faut plus que 500 000. Bon écoutez, c'est une donnée comme une autre. On va regarder ce que ça donne en Bitcoin. En 2020 il en fallait 5,3 quasiment, en 2021 il fallait même pas un Bitcoin, donc ça à mon avis c'est qu'on était au top du top sur 2021, et en 2023 il faut 1,4 Bitcoin pour acheter une Tesla Model 3. Voilà, c'est sur ça qu'on va terminer la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les futurs tutoriels, les futures vidéos sur la DeFi, et moi je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.